Ouais, salut à toutes et à tous. Demain, on se retrouve pour la review de SmackDown du 12 juin 2026. Donc, pour ouvrir le show, on a eu le face-à-face entre Rhodes et Jey-Uso en Kweli. Une pièce d'anthologie psychologique. Le champion n'a discuté plus de force ou de technique, mais de liberté. Cody Rhodes devient un monarque conscient de la fragilité de sa couronne, forcé de questionner la loyauté de son entourage. C'est une profonde, rarement vue. L'usage de Nekadis comme greffier de la Bloodline, bien que fonctionnel, pense l'impression que le choix est une salle d'attente. La dépendance au dialogue pour justifier l'absence d'action serait une inertie qui peut frustrer la fan avide de résolution. Addis occupe sa fonction de pivot bureaucratique. Il n'est pas là pour divertir, mais pour maintenir le cadre légal nécessaire à la validité des intrigues. C'est une pièce indispensable, presque mécanique dans l'engrenage. Effectivement, d'accord avec vous, c'est intéressant de faire ça ainsi, mais on va passer donc ensuite au premier match de la soirée. On a eu le premier match de la soirée, Charlotte Flair contre Sol Ruka, contre Yaraka, contre Jake Cargill dans le Queen of the Ring. Donc le premier tour, le mélange de styles était parfait, le Soul Snatcher de Ruka et un témoignage visuel qui la nouvelle garde n'a rien à envier aux légendes. C'est de l'athlétisme pur, une démonstration de force qui justifie à elle seule le segment, enfin le match, quoi. Trahison d'Alexa Bliss de Mickey et le symptôme de la peur du câble. In Water, d'une phobie de science, il faut que quelque chose explose, que quelqu'un intervienne. Sinon, le tag décroche, cela diminue la performance des lutteuses qui ne sont plus que des pions dans une guerre de clans. La victoire de Charles Flair a été une évidence dans une ère de gestion des actifs. The Queen est un investissement trop précieux pour être éliminé prématurément du tournoi qui se veut prestigieux. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je vais même aller plus loin, c'est que j'ai du mal à la voir perdre et voir être mise en difficulté dans ce type de rencontre-là. Et c'était la meilleure décision, arc de décision à prendre. Euh, Et ce niveau moyen à son apogée. Enfin bref, pourquoi j'ai peut-être démonstration par intelligente avec sa c'est la signature de la peur du silence semble incapable de laisser un match se conclure sans intervention qui transforme le ring en champ de foire. Cela dévalue le mérite sportif de la gagnante. La victoire a été une évidence stratégique pour un tournoi. C'est a besoin qu'une icône pour porter la finale. C'est une décision comptable, pas une surprise scénaristique. Je suis complètement d'accord avec ça et je vais même aller plus loin, c'est que s'ils font perdre Charlotte Flair, ils la font passer un peu pour une banane, une quelque chose qui a pas beaucoup de talent et d'envie du côté de la WWE, donc ils ont fait le meilleur choix possible, donc c'est à voir maintenant ce qu'ils vont faire et comment ils vont déloger à la règle, est-ce qu'ils vont mettre Charlotte Flair en avant face à Liv Morgan en demi-finale ou pas, faudrait être là pour le savoir, mais moi j'ai ma petite idée en tête, donc c'est la meilleure chose à faire. Franchement, c'est même si 15 minutes, un intervenant il devient euh, il dévalue le mérite. On ne gagne pas un match, on survit à une pollution narrative et une nécessité comptable dans le stade de Star Power. On ne peut se permettre une finale sur une tête d'affiche bancable, c'est un pragmatisme pur, je suis d'accord là-dessus, et c'est même la meilleure chose à faire que de faire gagner Charlotte Flair. Donc voici les demi-finales, Charlotte Flair face à Liv Morgan et Io Sky face à Raquel Rodriguez. Charlotte Flair, Liv Morgan qui aura lieu lors du prochain SmackDown du côté de Kansas City, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, et Io Sky et Raquel Rodriguez s'affronteront au prochain rôle. La finale de ce tournoi aura lieu à Night of Champions. Ensuite, après, donc, on a un petit segment promo, vignette de Blake Monroe. Franchement, personnellement, j'en ai ma claque, je m'en tartine un petit peu le cocotier de Blake Monroe. J'ai l'impression que il tourne en rond avec elle et que Blake Monroe, tout simplement, a besoin de s'adresser à des catcheuses. Là, c'est adressé à Charlotte Flair la dernière fois. Ah, c'était adressé à Rhea Ripley. Il y a eu aussi d'autres catcheuses. Et franchement, c'est relou. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. Ensuite, après, on a eu Ribella et Paige, du coup, face à. Il me semble que c'était. Euh, oui, c'est sa fatale influence dans un match par équipe.
Donc, est-ce que c'est la meilleure chose à faire du côté de la douleur que de faire ça? J'en ai strictement aucune idée. Je peux pas vous garantir une chose pareille, c'est que la rencontre a été d'une piètre qualité. Malheureusement, la justice des légendes ou des noms établis paye le Rivera pour valider des talents en devenir ou auquel c'est un processus de transfert de valeur. La notaire des unes sert à donner une épaisseur réelle aux autres. C'est typique du booking du milieu de show. On installe une tension Jessie qui est l'arbitre qui intervient, on crée un conflit, on termine sur un rôle. Et pourquoi? Pour protéger tout le monde. Les perdantes ne sont pas détruites, c'est une défaite. Notre récolte sans avoir besoin de dominer. C'est un match de transition de tampon émotionnel entre le segment lors de la Bloodline et la juste entre Zayn et Rose de garder une activité constante. Sans ces matchs-là, la violerait et par manque de visibilité. Les signatures de matchs sacrifiés. Enfin bref, on sait dès que la première année que ce match ne servait pas à construire une star, mais à remplir une case horaire entre deux segments majeurs. C'est du catch service sans ambition artistique purement fonctionnelle. Page accepte ici un rôle de garde-fou. Elles sont les arcs qui stabilisent le show. Leur présence suffit à donner à une affiche qui sans elle aurait semblé être une simple séance d'entraînement. C'est vrai que je suis d'accord là-dessus et que la WWE aurait pu faire un petit effort sur ça, mais quand même, c'est une petite déception, un petit manque de temps que la WWE ait eu à faire ça. Donc, c'est à voir maintenant pour la suite ce qu'ils vont dérouler, ce qu'ils vont faire. Mais je suis quand même assez surpris de l'utilisation de ce match, de ces quelque choses-là qui sont simplement des faire valoir. Du coup, Page et Brie qui gagnent, bah oui, faites du bruit si vous voulez. Moi, je n'en ferai pas. J'aime pas, je suis pas fan de bruit en fait, si vous voulez mon avis, mais c'est quand même assez surprenant de voir une telle circonstance, une telle précision que la WWE ait eu à faire. Donc, c'est à voir ensuite. Gunther, du coup, est après arrivé au show. Et donc, Nick Aldis va lui demander tout simplement quelle est sa stipulation pour le match de la semaine prochaine. Il va dire tout simplement qu'il faudra attendre à la fin de la soirée. Il lui dira à la fin de la soirée quelle sera la stipulation pour le match de championnat la semaine prochaine. Et il y aura bel et bien un arbitre spécial. Bon, je vous laisse deviner la décision de Gunther. Je vais pas vous faire un plat. Je suis pas là pour ça, mais quand même, la WWE est assez étonnante ces dernières semaines, ces derniers temps, même, je dirais. C'est la meilleure chose à faire, c'est de fermer le clapet et de rien dire, parce que si on râle, on n'a pas ce qu'on veut, et si on râle pas, on n'a pas ce qu'on veut non plus. Donc maintenant, c'est à voir ce que la WWE va faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, mais quand même, la présence de Gunther m'intrigue, et même je me demande ce qu'il fait. Non, c'est à voir ce que la WWE va faire. Suite après, on enchaîne. Donc, on a eu Sami Zayn et Cody Rhodes, le miroir du champion. Donc, Zayn déconstruit l'icône Cody Rhodes. C'est un travail d'écriture remarquable, presque romanesque. Le malaise est palpable. C'est ce type d'écriture qui permet au catch de sortir de la caricature. Pourquoi gâcher 10 minutes de dialogue intelligent par une bagarre à la chaise? C'est une erreur de tempo. Après, le dialogue aurait été 10 fois plus puissant que le geste brusque. C'est le syndrome de la peur de l'ennui. La saison comme arbitre, une manœuvre scénaristique prévisible, classique, efficace, sans originalité, mais indispensable pour créer la frustration. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais oui, Inter a bien choisi sa Zayn comme arbitre spécial et c'est un peu une déception pour moi. Je trouve ça un petit peu bizarre de prendre cette décision-là, de mettre tout simplement Sami en arbitre. C'est une surprise que je me demande que la 2 ait pris cette décision-là. Je sais pas, il aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Franchement, je comprends pas trop leur décision. C'est pas un héros, c'est un maman sursis. Il cherche à détruire cette décision et le mouvement d'échec parfait pour garantir un climat de paranoïa lors du rematch. C'est le dialogue frisé, le génie de réflexion pavlovien de la violence vient une fois de plus dégrader la subtilité psychologique du cerveau. Je suis complètement d'accord là-dessus et même j'ai envie de vous dire que Sami Zayn il tourne un petit peu en rond, c'est le dernier des bons gars certes, mais il tourne un petit peu en rond et les derniers temps bah il se cherche quoi, j'ai envie de vous dire il se cherche et personne ne le trouve donc maintenant c'est à voir est-ce que il va avoir un match de championnat, est-ce qu'il en aura pas,
Ça, c'est une autre question. Est-ce que Sami Zayn va coûter le titre à Cody Rhodes et ça va partir en vrille entre eux? Ça, on ne peut pas le deviner, on n'est pas à la place des scénaristes, des bookers. Mais encore une fois, c'est que mon point de vue et je suis quand même assez étonné de voir cela. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre de la Triple A Cruiserweight Championship, Ray Phoenix contre Axiom. C'est une leçon de géométrie. Phoenix et Axiom, ils ont fait un spectacle d'une clarté déconcertante. Le sport ici n'est pas une mise en scène, c'est une vérité. Je suis complètement d'accord là-dessus. Ce match-là a été d'une qualité, d'une classe et de tout ce que vous voulez. Franchement, j'ai adoré comment ils l'ont construit et comment tout simplement Axiom a fait une telle performance que on a du mal à voir pourquoi il catch encore en équipe. Déjà, NXT, ils avaient fait équipe avec Nathan Fraser, Romeo Moreno et Noam Dar. C'était une performance qui valait le coup. À Raw face à Gunther, il avait fait un bon match. Une année, je crois qu'il était venu en Europe, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Là, il affronterait Phoenix pour le titre de la Triple A. Enfin, je champion mexicain, point moyen. Et il livre encore une performance hors du commun. Alors oui, la foule de points est restée, c'était le constat d'échec. Le public était conditionné à ne plus réagir à l'effort physique, mais seulement aux intrigues scénaristes. C'est la mort de l'appréciation sportive, mais l'intégration des titres et une manœuvre d'expansion impérialiste qui dissout les identités culturelles du catch au profit du produit. WWE, je suis d'accord là-dessus, mais il y a un partenariat, il y a un contrat, il y a un Axiom et un Ray Phoenix qui voulaient se battre, qui voulaient se mettre un petit peu sur la tronche, mais comment ils ont fait ça? Donc, non, c'est à voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines, mais quand même, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que franchement, la construction du match était tellement belle que tout simplement, bah, c'est l'art pour l'art dans un match de bruit, c'est une démonstration de Phoenix et pratique à catch de précision. Et le moment le plus tragique du show, c'est peut-être que la foule n'était pas dedans, quoi. Un chef d'œuvre dans un désert d'inattention qui est là, et malheureusement, ça arrive de temps en temps dans des combats, mais là, Phoenix, il a quand même livré un banger avec Axiom, il va finalement conserver son titre logique, il vient de le remporter, vous n'allez pas me dire qu'il va le perdre dès sa première défense du côté de SmackDown, mais quand même, franchement, si vous voulez voir ce match, vous avez le droit. Ensuite, après, donc, on a eu la stipulation, la choix de Gunther, donc Gunther qui a nommé donc en arbitre spécial le dernier des bons gars, Sami Zayn, comme arbitre spécial pour le match pour le titre Undisputed de la semaine prochaine. Ne me demandez pas mon pronostic, je n'ai pas de pronostic à vous donner, mais franchement, il y a un choix à faire et il n'est pas simple. Est-ce qu'ils vont continuer à faire confiance à Cody Rhodes? Est-ce que Gunther va le déloger? J'en ai franchement pas la moindre idée. Faudra vraiment être là pour le survivre, pour les suivre. Et ensuite, après, donc, on a eu un Trick Williams, Liliati et Liliati, ouais, c'est ça. Il ne sert pas à introduire, il sert à valider le statut de Trick en temps des cordes. Fusionne le catch avec le monde de la musique urbaine pour créer une synergie médiatique. Le ring devient une scène d'être une arène. Le conflit Ace vs Sage, c'est une structure classique du triangle de J-Trick qui a le champion, le sommet, l'historique, le passé, Eric et l'opportuniste. C'est une narration efficace, le champion entouré menacé et poussé à l'action. Laura, Trick Williams dégage une confiance qui dépasse le scénario, il est le point focal son interportant un neuronage sur Saints après la confusion et le moment de puissance brute nécessaire pour rappeler aux fans que malgré le bling bling, il reste un prédateur. C'est une session de l'équipe entre personnalité publique et combattant. Carmelo, ça pas les problèmes, c'est une série de quelques phrases non intéressantes, cette métacritique est révélatrice. Parfois, les segments tricks s'enferment dans de slogans marketing plutôt que de faire avancer une psychologie profonde. On frôle le produit aseptisé pour la bagarre qui éclate en site. C'est une obligation pour meuler avant Night n'a besoin que toute sa classe, ce qui donne une impression de précipitation artificielle. Le rôle du champion US, c'est le très client qui occupe la place du champion qui doit gérer 2 exemplaires explosifs. C'est un rôle ingrat, il est le centre narratif. Ace essaye, sa fonction est de rendre les autres intéressantes tout en restant dominant. Je suis complètement d'accord là-dessus et c'est même le point que je vais retenir, bien évidemment. Et aussi, bah, ça démontre tout simplement le potentiel qu'a Trick Williams
dans un ring et tout simplement qu'il peut maîtriser ses deux rivaux, ses deux challengers sans le moindre souci, sans le moindre doute, quoi. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de mettre en avant une telle perspective, c'est de mettre en avant Trick Williams et son titre des États-Unis. Franchement, ce titre-là est plus prestigieux que celui intercontinental de Dominique. Ensuite, après, on a eu Tiffany Stratton et Bifab, pardon, et Chelsea Green contre Bifab et Mitin. Franchement, très très belle rencontre là aussi. Entre quatre catcheuses qui méritent leur présence. Mais quand même, c'est un peu la surprise sur le gâteau, c'est qu'on a une telle rencontre qu'on se demande un petit peu quoi faire du côté de la WWE. Franchement, on a l'intervention de Jake, ce n'est pas une simple moment de catch, c'est une décision stratégique entière. Elle ne se comprend. Elle lit son arc narratif, celui de la prétendance, celui de Stratton et de l'équipe Mifab et c'est une manière d'économiser du temps tenté en faisant trois intrigues simultanément. Le revers de la médaille et du prestige, la force des matchs fait encore des lieux de passage pour la rivalité Stratton et les matchs par équipe perdent sa valeur intrinsèque. Les lutteuses sur le ring ne sont plus, elles deviennent les figurants du drame Cargill Stratton. C'est vrai qu'elle a dit le pattern de Bifa qui est couplé à la crée une fenêtre d'opportunité scénaristique. Le châssis est une fin propre, il renforce comme une menace sérieuse tout en protégeant châssis. Elles perdent à cause de l'interface, pas par sont techniquement inférieurs, c'est le booking protégé classique. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant. L'efficacité chirurgicale, le faire avancer et donner une victoire aux équipes maintenir leur préparer le terrain pour l'attaque qui se modifie le rôle de la nuance de son personnage, c'est la distraction mania. On touche à la limite du système le match de catch est devenu une simple licence nécessaire pour exposer les angles. Le puriste peut être frustré par cette voir un match se dérouler quelques tiers n'interviennent, c'est la victoire sur la compétition. Franchement, le miroir, c'est des plaques tournantes et Tiffany Stratton vraiment mise en difficulté. Enfin bref, vous avez mes arguments sur ce match-là. Jade Cargill qui pose avec ses acolytes, c'était peut-être la meilleure chose à faire, si ce n'est le reste. Mais quand même, j'ai trouvé vraiment intéressant que la 2 fasse en sorte d'avoir un tel scénario sur ce type de choses-là. Tiffany Stratton qui se fait attaquer après le match, c'était quasi certain que ça allait arriver, étant donné que la WWE adore faire ça dans les après-matchs. Donc, c'est à voir maintenant ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais j'adore ce qui s'est passé. Franchement, c'est la meilleure chose à faire peut-être pour la suite. On verra bien ce qui se passera ensuite. Ensuite, après, on a eu un segment entre Kiana James et Julia qui lui a dit: je parle enfin anglais, je comprends enfin ce que tu veux me dire, contrairement à ces derniers temps, et elle lui a mis une claque. On sait qu'elles se sont trahies la semaine dernière. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais j'aime beaucoup l'idée d'un tel scénario, d'une telle chose qui se produit, donc c'est à voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire de Julia qui est acclamée, qui est face. On a une Kiana James qui est un petit peu plus régulière, et donc on passe au main event. Jey Uso contre LA Knight contre Royce Keys contre Finn Balor, dernier match du tournoi King of the Ring du premier tour. Donc là, on a eu, en jetant 4 profils aussi disparates dans le ring, Jey Uso, LA Knight, Finn Balor, et donc de créer une situation de paralysie par les multiplicités. Personne ne peut gagner de manière nette, car chaque victoire serait une anomalie dans le grand plan scénaristique. La notion de ce match est la preuve que la victoire est devenue un concept purement transactionnel. Le gagnant ne gagne pas parce qu'il est le plus fort, il gagne parce qu'il est celui dont l'arc narratif a le plus besoin de ses victoires pour justifier le chaos qui va suivre. Donc la narrative comme Waterloo de l'intervention. Donc cela n'est pas une richesse, c'est une déclaration de souveraineté. En venant détruire Elana, Sikoa ne joue pas le match, il l'annule, il impose seulement sur le milieu. C'est très la décision. Le masque, ça j'ai limpide, peu importe qui me fait voir gagner, c'est moi qui décide, qui finit le match debout. Franchement,
le vainqueur par défaut et le personnage le plus intéressant. Il ne cherche plus la gloire du Uso, donc il cherche la survie, sa victoire par opportunisme, le fameux roll-up ou le saut sur l'adversaire. Et la conclusion de son personnage il a appris que dans le monde de la beauté est un piège et que seule la ruse permet de gravir les échelons, mais il est en sorte plus faible qu'au début. Il est marqué par et sa victoire ne lui apporte aucune sérénité. C'est une victoire toxique. Les victimes des héros. Ces deux athlètes occupent le rôle de piliers sacrifiés. Ils sont là pour faire paraître le match légitime. Ils apportent le charisme, mais ils sont condamnés par avance. Ils sont les accessoires qui permettent au scénario de Sequoia Uso de c'est un gâchis de capital émotionnel, mais c'est la cruauté nécessaire du style de 2026. À force de finir les main-events par des extraits de joie, le catch est une affaire de réaction et non de peur. On ne se souvient pas de la qualité, on se souvient de qui a frappé qui à la fin. C'est un contrat en ne laissant pas finir leur travail de créer une tête émotionnelle envers vous n'avez pas eu votre prépa, alors vous ne devez revenir la semaine pour l'obtenir, c'est brillant. C'est brillant commercial, mais c'est une insulte au concept même de compétition. Donc, l'extension et manipulation de personne ne peut zapper. C'est un tunnel narratif efficace. C'est pour un peu. Le ring devient simple. L'histoire n'est pas une consécration, c'est un point de suspension. Pour le point négatif pour le main event, c'est 6 sur 10. Pour la qualité sportive, 9 pour l'efficacité d'amélioration narrative. Et donc, Joe Uso affrontera Von Evans en demi-finale du King of the Ring. On ne sait pas ce sera quand, sans doute la semaine prochaine du côté de SmackDown. Koba Kami au prochain Raw affrontera Dominic Mysterio dans l'autre demi-finale. Donc pour la note du show, je mettrai un bon 8. Allez, 14 sur 20. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, demi-finale du Queen of the Ring Tournament. Charlotte Flair face à Liv Morgan. La gagnante affrontera la gagnante de ce lundi à Raw entre Yoska et Raquel Rodriguez, la Night of Champions en finale. Donc est-ce que Charlotte Flair de Queen peut battre la championne du monde Liv Morgan ou pas? Vous allez avoir la réponse la semaine prochaine et ça va être assez intéressant de voir que la WWE va prendre comme décision. On aura également MFT, donc R-Truth, Tamatonga et Tamatonga contre R-Truth et Damien Priest, les champions par équipe, qui va repartir avec les titres par équipe de la WWE du côté de SmackDown le 19 juin prochain. C'est à voir ce que la WWE va faire et comment ils vont nous booker ça la semaine prochaine donc. Et on aura également donc un winner qui aura un match, le gagnant aura un match de championnat contre Trick Williams pour le titre des États-Unis, à Night of Champions Riyad Carmelo Hayes contre Ricky Sainz. Ça va être une sacrée belle opposition de style et on va voir comment la WWE va construire ce type de style là et comment ils vont faire. Et enfin, le main event, Cody Rhodes face à Gunther, Sami Zayn en arbitre spécial pour le titre undisputed. Impronosticable, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.